Il y a 3 conditions préalables à tout développement. Premièrement, la stabilité du pays. La stabilité ne peut être obtenue que par le respect des lois. Les lois sont ceux qui nous guident et ceux qui nous différencient des animaux. La jungle n'a pas de loi. Les hommes ont réfléchi aux lois. Et j'aime à le rappeler souvent, les lois sont tellement respectables que beaucoup ne savent pas que ces lois-là, les premières lois sont venues des paysans, le long du Nil, du temps du pharaon. Les combats entre ceux qui sont en amont et ceux qui sont en aval. Les guerres incessantes. Il y avait trop de morts. Ce sont les paysans qui se sont réunis, les agriculteurs, pour dire comment mettre fin à ça. Et du coup, ils ont décidé de se mettre ensemble, essayer de trouver quelqu'un qui va coordonner tout ça. Le pharaon est né de ça. Mais comment faire pour que le pharaon puisse juger? Il n'a pas les moyens. On va cotiser pour donner. L'impôt est venu de ça. Cette histoire est toute simple. Ça montre purement et simplement la légitimité, la base légitime de toute loi qui se prend et qui doit être respectée par tout le monde. Tant que certains sont au-dessus de la loi, je vous assure, nos pays ne bougeront pas. Il faut cultiver le mythe des lois et que chacun de nous y soit soumis. Ça, il y a toute une panoplie d'actions à mener sous ce titre. Et je vais demander à la section de Nice de reproduire ce document et le distribuer pour que chacun puisse réfléchir là-dessus. Réconcilier l'État aux citoyens fait partie de ce premier point. L'État est loin du citoyen, le citoyen est loin de l'État. Il a cité Bokeh, il a cité Beila, il a cité Sigiri. Mais dans Bokeh, allez à Sangaredi, la situation est encore là, comme du fer rouge. Chaque jour, on tue. Ça veut dire que l'État a failli. Quiconque vient, il faut commencer par restaurer l'autorité de l'État, qui ne peut être restaurée qu'en restaurant la justice et l'équité. Un État n'a pas d'autres règles. On ne s'assoit pas sur les baïonnettes, mais respectez la justice, vous respecterez votre autorité. On ne commande pas, on accepte d'appliquer l'équité et la justice, alors on a les armes de son commandement. Ça fait partie du premier point. Le rayonnement de la Guinée à l'extérieur de la nation. L'ambition de toute nation, depuis que les nations sont créées, c'est d'avoir de l'influence. Mais je le disais à nos frères et sœurs du Sénégal, un petit pays peut être riche, prospère, développé, mais la vraie puissance, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, on l'a quand on est grand. Les pays européens l'ont compris. Pris individuellement, quel est le pays européen qui peut se plaindre de son niveau de développement? L'Allemagne? Non. La France? Non. La Suède? Non. Mais ces pays-là pris individuellement ne seront jamais des superpuissances contre les États-Unis qui ont 350 millions d'habitants. La Russie d'aujourd'hui, c'est le plus grand pays du monde par la superficie. Près de 16 millions de kilomètres carrés. Du temps de l'Union soviétique, avant le démantèlement de l'Union soviétique, c'est un pays qui allait jusqu'à 29 millions de kilomètres carrés. Ils ont la taille. Les 3 quarts se trouvent d'ailleurs en Asie. Il n'y a qu'une petite partie qui se trouve en Europe. Et ils ont la population. Et la Chine, pourquoi elle aspire aujourd'hui à la puissance? C'est simplement parce que, avec 3 milliards d'habitants, elle a pu utiliser ce potentiel pour faire les transferts de technologie. Les Chinois n'ont pas eu besoin de trop d'efforts. Airbus veut leur vendre des avions. Ils disent à Airbus, venez monter une usine ici.
Mais à cause de la densité du marché, Airbus accepte. C'est ainsi que Airbus est parti. Boeing veut le faire, on demande à Boeing de le faire. De transférer sa technologie. Et aujourd'hui, les Chinois ont pu, grâce à l'association des deux, Boeing et Airbus, ils ont maintenant conçu leur propre avion, dont le premier vol a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est la meilleure voie de délocalisation. Quand vous êtes nombreux, vous représentez un marché solide et l'État vous donne les moyens de subvenir à vos besoins, la technologie se transfère. L'Afrique a cette perspective devant elle. Toute l'Afrique réunie, nous serons les premiers parce que, Dieu merci, le taux de natalité est encore élevé. C'est un atout. Ça peut être un atout. Si nous acceptons que ceux qui naissent trouvent déjà qu'on a préparé leurs hôpitaux, leurs dispensaires, leurs routes, leur électricité, leur eau, etc., etc. Parce que, comme je le dis souvent, il est du développement comme il est de la naissance d'un enfant. On n'attend pas le jour de la naissance pour acheter l'aillette. Combien nous serons dans les années 2050? Semble-t-il, le Nigeria, qui a aujourd'hui 170 millions d'habitants, sera plus peuplé que les États-Unis. Les États-Unis étant à 350 millions d'habitants. Le taux de croissance de la démographie est formidable. Mais ça peut être un couteau à double tranchant. Il ne s'agit pas simplement de se multiplier sans que nous ayons les moyens de subvenir aux besoins de ceux qui viennent s'ajouter. Et c'est la raison pour laquelle je dis que pour tout ce qui concerne les citoyens, il faudrait que nous mettons à profit les relations que les citoyens peuvent avoir avec le développement du pays. Il y a des propositions concrètes. Vous savez que dans le premier gouvernement de l'actuel président, j'avais quelqu'un qui était nommé ministre du Plan et des Statistiques. Il était du PDN, sur la base de l'accord bâclé et non respecté d'ailleurs de 2010. Quand il fut nommé, il m'a appelé et dit « Monsieur le Président, mais mon poste, ce n'est pas la peine. » Je dis « Pourquoi ?» « Tu es ministre du Plan et des Statistiques. » Il dit « Oui, mais c'était avant avec la coopération. » Donc on a enlevé, il a fait exprès pour enlever, il nous donne des coquilles vides. Je dis « Ta coquille, cette coquille-là n'est pas vide. » Tu as le travail le plus noble du pays. Ce travail-là, c'est quoi? Les statistiques. 70% de la population guinéenne sont sans état civil. Les enfants naissent, on ne les recense pas. Ce n'est pas connu. L'enfant du village naît. Mais étant donné que le droit positif cohabite avec le droit traditionnel, quel est le paysan qui va parcourir 50 km pour venir au centre et annoncer que son enfant est né? Quand le père meurt, les oncles se réunissent et repartissent, et repartissent l'héritage. Je lui ai dit, voilà un des problèmes auxquels tu dois t'attacher. Au lieu que les administrés viennent à toi, fais tout pour aller vers les administrés. Dans chaque sous-préfecture, même chaque village si tu veux, tu peux trouver quelqu'un, une seule personne, qui peut faire le recensement des naissances sans que la mère ou le père ne se déplace. Toi, tu le fais, on te donne ce pouvoir, tu fais, tu écris et tu leur donnes nom, prénom, date de naissance, heure de naissance, etc., etc. Tout ce que l'état civil demande. Il remplit ça. Chaque fois que ça se passe dans son petit coin, il fait la même chose. Chaque mois ou chaque 2 mois, il est payé pour ça. 500 000 francs guinéens, ça suffit. Pour des gens qui n'ont aucun revenu aujourd'hui. Commençons par ça. Il va se déplacer, aller au centre-ville, et puis déclarer son enfant. Voilà quelque chose qu'on peut initier. Il faut être imaginatif. Trouver les solutions, c'est dans notre tête. Mais nous asseoir et subir, comme si on ne peut jamais maîtriser la population, je dis je refuse. Je dis tu dois aller vers eux
propose au gouvernement, si de toutes les façons ce n'est pas fait, alors ça je vous dis, c'est une des actions que le PDN aura à mener quand le PDN sera au pouvoir en Guinée. Il ne faut plus laisser le droit à la hiérarchie administrative pour imposer à des villages qui sont dans des coins les plus reculés, à l'occasion de naissances qui viennent déclarer. Beaucoup vont échapper, n'est-ce pas, au recensement. Beaucoup. Et ça, c'est un exemple. Dans d'autres domaines, il y a aussi des exemples très concrets. La santé. Je vous jure, le nombre de personnes qui, dans nos pays, meurent sans savoir ce de quoi ils meurent, ce nombre-là est très élevé. Je dis, tu vas même donner de l'argent aujourd'hui à des gens en Guinée pour aller à l'hôpital, ils n'iront pas. Parce qu'ils veulent manger. Donnez-leur de l'argent, vous envoyez parfois. On vous appelle, vous qui êtes ici. Ah, je suis malade. L'argent que vous envoyez, dans les 3/4 de cas, sauf si la maladie devient gravissime, ils bouffent. Ils mettent dans la marmite. Parce que c'est le besoin immédiat. Comment faire? Comment faire? Le PDN propose que, au moins, les tensiomètres, qui sont devenus presque domestiques, ce n'est pas du tout compliqué. Que ce soit les tensiomètres, que ce soit prendre la température, que ce soit écouter le pouls, on peut, s'il y a des infirmiers qui existent, qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, on les recrute d'abord. Après, on reprend. Ça, c'est un emploi jeune. On reprend dans la jeunesse des gens conformes à ça. Formation de 6 mois, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de lire une tension. Des gens qui sont hyper tendus. Je viens de vivre le cas. Mon frère était malade, paix à son âme, il est décédé. Mais il n'a su qu'il était hyper tendu que quand il est allé aux États-Unis. Comment vous pouvez vous l'expliquer? Il avait d'autres maladies qu'il connaissait. Mais l'hypertension, c'est là-bas qu'on lui a dit, mais tu es hypertendu. Or, ça ne vient pas en un jour. Donc, des gens qu'on recrute. J'avais dit déjà, quand j'étais Premier ministre, j'ai dit à la ministre de la Santé, j'ai dit en 2009-2010, il va falloir importer combien de millions de tensiomètres à lecture facile? 1 million, par exemple, ça donne 1 million d'emplois. Comment ils seront utilisés? On le confie aux jeunes, qui seront formés. Quartier par quartier, les quartiers seront affectés. Il y aura des carnets qu'on mettra à la disposition des populations. Et ces jeunes-là vont marcher. Une fois par semaine, 1 fois, 2 semaines, on définira ça. 1 fois par mois. Venir avec ces tensiomètres, prendre l'attention des gens dans leur famille, pour savoir au moins que les gens sachent, je suis hypertendu. Aujourd'hui, ils ne savent pas. Si on ne peut pas donner de médicaments, qu'on leur dise au moins ce qu'un hypertendu ne doit pas faire. Au moins. Ne pas prendre trop de sel. Essayer de se reposer quand il faut. Ne pas être stressé. On peut leur faire ces recommandations avant qu'on installe la couverture sociale universelle. Pour tous. Les pays occidentaux, ils ont beau se plaindre que ça creuse, c'est un déficit, mais ça a été un plus. Elle est récente, hein? La sécurité sociale en Europe. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Quand on va aujourd'hui dans nos villages, ce qu'on vous présente, ce sont des ordonnances. Je dois payer tel médicament, je n'ai pas. L'Europe a vécu ça. La solution, on a dit, tous ceux qui travaillent doivent contribuer. Même ceux qui ne travaillent pas, tu as droit à la sécurité sociale pourvu que tu aies un toit. Voilà comment la sécurité sociale est venue. C'est après 1945. Pourquoi nous ne sommes pas capables de prendre le taureau par les cornes? Quand il y a un problème, qu'on essaie, qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on se dise c'est comme ça qu'on doit faire. Tentons. Si on échoue,
on repense encore. Il n'est pas interdit d'échouer aux premières tentatives. Mais quand on échoue, on revient encore là-dessus. Les premiers qui ont essayé d'imiter l'oiseau en créant l'avion sont tombés. Ils sont tombés, mais d'autres ont repris. Et aujourd'hui, on va sur la Lune, on va dans l'espace, grâce à ceux qui sont morts. Les solutions sont pratiques. L'emploi des jeunes. Le pourcentage qu'on donne de la jeunesse, on l'estime. On pense que c'est 60%. Je pense que tout cela est faux d'ailleurs. On ne connaît pas. Parce qu'il n'y a pas de statistiques, on ne connaît pas. Ça peut aller jusqu'à 75%. La population est très jeune. Contrairement à certains pays européens, vous savez. Quand Angela Merkel a ouvert la porte aux réfugiés, beaucoup ont condamné en Allemagne, et même au-delà de l'Allemagne. Moi, j'ai dit, mais écoutez, pourquoi vous la condamnez? Premièrement, vous n'êtes même pas soucieux des corrections de l'histoire. Voilà un pays où un régime, le nazisme, a considéré les autres races comme des races inférieures. L'Allemagne vivait toujours dans cette hantise-là. L'histoire a jugé, ça aboutit à une guerre. Parce que le racisme, ce n'est pas aimer sa race. Tout le monde aime sa race. Mais c'est de penser que ta race est supérieure aux autres races. Et c'était ça le sens du nazisme. Mais pourquoi, quand cela s'est passé, combien sont morts au cours de cette guerre? Des millions et des millions. Pour une fois qu'ils démontrent qu'ils sont prêts maintenant à ouvrir les vannes, à ne pas considérer les autres, je dis, moi, j'apprécie ce qu'elle a fait, ne serait-ce que pour cette raison. Mais il y avait une autre raison. La vérité est que les populations de l'Allemagne ne se renouvellent plus. Et il y a beaucoup de pays comme ça en Europe, où il y a un vieillissement de la population. Nous qui avons la chance de donner encore des naissances, pourquoi ne pas travailler pour qu'eux soient dans la dignité? Mais ce n'est pas pour donner naissance, pour que nos enfants soient jetés à la mer, tel qu'on voit maintenant. Ce qui vient de se passer en Libye, qui passe sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les télévisions, vous en êtes témoins. Nos frères qu'on vend aux enchères, à Lankan, comme du bétail, c'est au vu et su de tout le monde. Mais soyez sûrs, quel que soit ce qu'on fera, si on ne se développe pas, ça reviendra. La solution, c'est le développement. Si on ne se développe pas, ça reviendra. Il y aura l'esclavage. Ils viennent de commencer. J'ai vu sur la télé le monsieur qui disait 400, qui donne 500, qui donne 700. Rappelez-vous Kunta Kinte, ce film qui a retracé dans sa dureté l'esclavage, où on ouvrait la bouche, je dirais même la gueule des esclaves pour compter leurs dents. Et en fonction de ça, on fixait les prix. Nous dirons non à cette pratique. Et la Libye n'est pas, les Libyens ne sont pas les seuls coupables. Ce sont des voyous de tout acabit qui se sont réunis là. Et qui fixent le prix de nos concitoyens. Mais l'Italie en est responsable. Si ce n'est pas toute l'Europe, parce qu'ils ont donné l'argent à des milices, des voyous, pour dire faites en sorte que les immigrés ne viennent pas sur nos côtes. Le nombre d'immigrés vers l'Italie a baissé. C'est le résultat, l'esclavage en Libye. On va accepter ça? On doit dire non. Et il y a des marches déjà qui ont commencé. Quand on le peut, il faut l'étendre à tout le monde entier, pour que toutes les bonnes consciences se lèvent, pour dire que ce n'est pas acceptable. Mais au-delà de ça, on va le faire. Si on en reste à la façon de gérer que nous avons aujourd'hui, ça reviendra encore. Il faut se développer. Quand on va se développer, il n'y aura plus ces vagues-là migratoires. Moi, je venais, depuis la fin des années 60, je venais en Europe. Mais dans beaucoup d'hôtels où j'étais, c'était des Portugais et des Portugaises que je voyais en train de faire les nettoyages.
Ça, c'était avant que le Portugal ne reprenne son souffle en réintégrant l'Union européenne. Mais depuis que ça a été fait, on ne trouve plus. Hein. Allez dans les hôtels, vous ne trouverez que rarement des Portugais ou des Portugaises ou des Espagnols. À la faveur du développement, ils sont retournés dans leur pays. Seul le développement nous permettra de régler ce problème une fois pour toutes. Si on ne se développe pas, alors on n'aura nos yeux que pour pleurer. Le projet culturel et projet social, c'est un des points du rétablissement, du rayonnement de la Guinée, bâtir un système éducatif accessible et de qualité. Prenez les jeunes filles qu'on a aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui tressent les cheveux. Et je m'inspire d'une expérience en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, quand il a été élu, il a demandé à toutes celles qui font les tresses d'aller à des écoles qui ont été créées à cet effet pour avoir un certificat. L'éducation est importante. C'est la clé du succès. Que personne ne vienne vous dire « Non, tu n'as pas besoin de documents ». Le petit papier que tu as, qui atteste que tu tresses bien et que tu fais, n'est-ce pas, l'esthétique, est très important pour toi et pour tes enfants. Ce sont des choses qu'il faut faire. Tout doit passer par l'éducation, sans quoi le basketball aux États-Unis, ça rapporte des milliards hein, à ces gens-là. Des millions en tout cas de dollars. Mais tu ne rentres pas dans la NBA si tu n'as pas un diplôme universitaire. Tu finis d'abord, après tu rentres dans la National Basketball Association. Voilà le rôle. Aujourd'hui, quand on monte un peu plus loin dans l'éducation, trois pays seulement en Afrique sont cités parmi les 500 universités qui créent l'innovation. 3 pays sur 500. C'est l'île Maurice, c'est l'Afrique du Sud et c'est le Kenya. Qui ne crée pas vivra aux dépens des autres. On a des jeunes créateurs. On a des jeunes créateurs. Mais que fait l'État pour les encourager? Le taux d'accès au crédit est impossible. Les banques disent on ne repartit pas, l'argent on ne donne pas, parce qu'on ne sera pas payé. L'État doit quelque part arbitrer. Les banques ont raison, parce qu'une banque est faite pour être rentable. Si l'argent que vous donnez en prêt n'est pas retourné, alors vous ne pouvez plus donner d'argent. Mais quelle est le rôle que l'État doit jouer? L'État doit pouvoir être intermédiaire en donnant des garanties, même des garanties souveraines, pour la facilitation de l'accès au crédit par, n'est-ce pas, nos jeunes, qui sont talentueux. Il y a un jeune bas qui est Afria, qui a produit une machine à faire de l'huile de palme beaucoup plus performante que tout ce qui est importé de Chine ou d'ailleurs. Ma plantation, on a payé 2 de ça. On a depuis combien d'années? Depuis plus de 10 ans. Ça n'est jamais tombé en panne. C'est fait par un Guinéen. Chapeau. Je peux vous citer un exemple comme ça. Mais ce sont des gens qui cherchent leur vie. Alors que ça doit être des gens qui doivent être la référence dans l'opulence, la richesse. Quand tu crées, imagine, et tu crées, tu dois être riche. N'ayons pas peur des mots. Mais ceux qui réfléchissent, qui créent, ce n'est pas ceux qui sont riches chez nous, c'est ceux qui pillent, qui volent. Sans aucun apport. Il faut recréer l'innovation. Amener nos gens à inventer. Les pays qui inventent sont les pays qui s'imposent au reste du monde. On ne va pas continuer à être dépendant des rentes
On prend la matière première, on revend. Quand j'étais à la CEDEAO, on devait signer les fameux accords de partenariat régional, les APR. C'est pas... Non, mais c'était les APR qu'il fallait signer avec l'Europe. Et je devais, en tant que secrétaire exécutif, fédérer les États autour du même programme. Parce qu'il s'agissait d'abandonner les privilèges accordés par l'Europe dans le cadre de nos exportations. Puisque l'OMC est créé, l'Organisation mondiale du commerce, on dit qu'il est temps qu'on cesse. Le SISMIN, le STABEX, tout ce qu'il y a comme faveur accordée. On importait, on envoyait sans droit de douane, on rentrait sur le marché européen. Quand il s'est agi d'abandonner ça, il fallait étudier maintenant ce que chaque pays exporte. En Afrique de l'Ouest, il n'y avait qu'un seul pays qui exportait des produits finis en Europe. Un seul, le petit Cap-Vert, qui produisait des chaussures qui partaient être écoulées sur le marché européen. Le Cap-Vert. Tout le reste, du Nigeria jusqu'au reste, c'est les matières premières. On va continuer comme ça? Ces matières premières doivent être transformées. La colonisation n'avait pas d'autre motivation que la recherche d'abord des matières premières. Ils sont venus nous coloniser pour prendre nos matières premières. Aujourd'hui, quand on est indépendant, nous continuons à exporter des matières premières. S'ils savaient que ça allait être comme ça, ils allaient se dire, mais pourquoi nous fatiguer pour la colonisation, parce que ça nous coûte cher? S'ils doivent nous envoyer gratuitement, enfin pas gratuitement, même si c'est pour leur vendre, s'ils doivent nous envoyer leurs matières premières, pourquoi ne pas organiser ça? On est dans ça aujourd'hui. On est en train de se désindustrialiser. Le secrétaire général l'a dit. Il n'y a pas 10 000 solutions. La bauxite de Guinée, les 2/3 des réserves mondiales, à l'heure actuelle, on n'exporte aucun aluminium a fortiori. On ne fait qu'exporter la bauxite. C'est la terre, c'est la boue, c'est le caillou. Comprends qu'on exporte, alors qu'on peut le transformer chez nous. Et ce que les gens ne savent pas, dans la bauxite, vous avez des produits dérivés qui coûtent plus cher encore que la bauxite. Mais les pays qui reçoivent cette bauxite-là, ils transforment la bauxite en alumine et les produits, les débris qui en sortent, ils vendent ça au marché. Ça coûte même plus cher que l'or. Pourquoi nous ne sommes pas capables de renverser la tendance? Pourquoi? Les terres rares. Aujourd'hui, la Chine produit 30% des terres rares du monde. Il y a eu les conflits perpétuels entre la Chine et le Japon autour des îles. Les Japonais sont allés, les Chinois, pardon, les Japonais sont allés prendre une des îles. La Chine a envoyé la commission pour dire de quitter. Ils ont insisté. Et la Chine, en dernière instance, a dit au Japon, si vous ne quittez pas dans les 24 heures, on coupe votre approvisionnement en terres rares. Moins d'une heure de temps, le Japon a quitté l'île. Ça, cette terre rare-là, c'est la boue de chez nous. Il y a des qualités de boue de chez nous, c'est la terre rare. Allez en Israël, vous allez savoir comment c'est cher. J'ai été à Jérusalem, j'étais avec mon épouse. On a visité des endroits où on importait la terre rare. J'ai dit, mais ça c'est la boue de chez nous. Oui, c'est la boue de chez nous. Mais si on ne prend pas le temps d'exporter, comment on va savoir? Il faut que vous sachiez, vous les jeunes qui êtes dans cette salle, que vous avez du potentiel qui dépasse ce que vous pensez être potentiel, or, diamant et tout ce qui s'ensuit. Vous avez d'autres potentiels que ça. Et je vous le dis tout de suite, que à ce niveau de la production, il y a beaucoup à faire. Je voudrais, à ce stade, mettre une pause et demander, parce que je suis venu, non pas pour donner seulement, mais pour recevoir aussi. Je veux que dans cette salle, à propos de la jeunesse, à propos de l'emploi des jeunes, s'il y en a parmi vous qui ont des idées novatrices, le bureau de section et le bureau fédéral prendront note. Et je vous assure, ça vous sera restitué sous la meilleure forme dans le programme du parti. C'est ce dont on a besoin. Arrêtons-nous d'abord
à la problématique de la jeunesse.